J'innove à la Cité, c'est l'épisode 3. C'est une série que nous organisons autour des enjeux d'innovation, de transformation de l'économie avec Atom, Haddock et Springlab. Et moi, je suis Vanessa Birling, je suis la CEO et cofondatrice de Springlab. Nous aurons tout d'abord une introduction sur l'impact positif, des témoignages, puis un temps de questions-réponses. Donc, pour l'instant, je vais vous demander de vous mettre en mute, d'éteindre votre caméra. Vous pouvez poster des questions au fur et à mesure sur le chat, mais on y répondra en fin de session, d'ici 35-40 minutes. Et je propose de commencer en laissant la parole à Enote Mayor, qui est la nouvelle directrice générale de Atom. Merci Vanessa. Bienvenue à tous et bienvenue à la Cité, un lieu porté par la région Occitanie. C'est le premier accélérateur d'innovation destiné à toutes les entreprises qui relèvent des défis de demain et qui créent de la valeur durablement. Donc à la Cité aujourd'hui, on a des entreprises de tout type, mais on a surtout des acteurs. En plus de la région, on a 4 acteurs qui sont présents. Donc on a Haddock, l'agence de développement de la région qui est aujourd'hui avec nous et qui co-anime ce webinaire. À nouveau, l'incubateur de la région, Roselab, un Fab Lab de 300 mètres carrés qui est installé chez nous, et Atom. Donc aujourd'hui, je suis ici pour représenter Atom. Qu'est-ce que c'est Atom? Aujourd'hui, Atom, c'est avant tout et surtout une communauté d'entreprises de toute taille, donc des startups, des PME, des TI, des grands groupes et de tout secteur. Nous sommes généralistes et nous accueillons des entreprises qui travaillent sur l'IoT, sur la santé, sur l'impact positif, comme c'est le cas de Camille aujourd'hui, sur 2 campus interconnectés, un campus à Compense-Caffarelli et un campus les campus de la Cité. Donc, ça représente 400 personnes et plus de 85 entreprises qui se côtoient quotidiennement pour partager des savoirs. Donc, s'entraider pour évoluer et innover positivement. Comment on fait ça aujourd'hui? Au-delà de simple hébergement, on les accompagne à travers 3 services essentiellement. Donc, un hébergement clé en main, tout inclus, des services facility et aussi tout ce qui est accompagnement, etc. L'apprentissage professionnel et une animation autour de bien-être de tous nos résidents, et aussi le partage à la connexion, à l'accès d'écosystèmes et des réseaux multiples, que ce soit des mentors, des entrepreneurs, des entreprises de la French Tech qui orbitent autour de nos entreprises. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez savoir un peu plus, et nous sommes ravis de partager avec vous nos savoir-faire et nos connexions. Je passe la parole donc du coup à Haddock, Agnès, qui va présenter. Anne Portal de Haddock. Pardon, Anne. La parole pour présenter Haddock et les expertises que vous avez au service de l'impact. Oui, merci. Donc rapidement, je vais présenter l'agence. Donc c'est l'agence de développement économique de la région Occitanie. On est plus de 180 collaborateurs répartis sur tout le territoire, et y compris à l'international dans 4 maisons de la région. Et ces collaborateurs vont accompagner les entreprises sur différents aspects de leurs besoins ou de leur stade de développement, donc depuis la création, avec l'animation des réseaux des incubateurs et pépinières, l'animation du réseau entrepreneur en Occitanie, le dispositif Créalia, etc. Tout ce qui est consolidation haut de bilan, avec par exemple l'organisation d'Occitanie Invest, les aspects de besoin d'accès, d'appui sur l'accès au marché ou l'accès à l'export, avec l'organisation de missions ou d'accompagnement sur les salons. Et un réseau de chargés de mission qui sont dans les territoires, donc dans chaque département, et qui vont être généralistes et appuyer plutôt les entreprises dans leurs besoins de croissance au niveau de l'investissement ou de l'accès au foncier ou à l'immobilier. Et en particulier, je vais faire un petit focus sur le département innovation de notre structure, où on trouve des agents spécialisés dans différents types de domaines, différentes filières, différents secteurs plutôt technologiques. Et les experts innovation peuvent accompagner des projets des entreprises dans leur besoin d'évoluer, dans leur besoin de se transformer, et notamment par rapport au sujet d'aujourd'hui, dans leur envie de se transformer en entreprise plus engagée ou en entreprise à impact. Et par rapport à ça, je vais faire un tout petit focus sur des approches qui sont mobilisables au sein de l'agence.
Donc, une approche plutôt innovation managériale. On va essayer d'accompagner les entreprises dans la mise en place de nouveaux modes de management plus participatifs ou intergénérationnels. Des approches de transition écologique où là, on va essayer d'accompagner ces entreprises sur leur appropriation de certains sujets comme la maîtrise des impacts environnementaux, l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité. Et le sujet de l'innovation sociale, qui est un sujet pour lequel je suis référente à l'agence et qui consiste à concevoir et expérimenter de nouveaux produits, services ou modes d'organisation pour répondre à des besoins sociaux ou environnementaux qui sont mal satisfaits. Donc, l'innovation sociale, elle poursuit un double objectif qui est l'objectif économique de rentabilité de l'entreprise, mais aussi donc un objectif social ou environnemental. Donc, ces trois offres, comme d'autres qu'on peut vous proposer, sont déclinables sous forme de diagnostic, d'accompagnement à la feuille de route, de recherche de compétences nécessaires au projet et de recherche de financement, le cas échéant. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour toute question en cas de besoin. Merci beaucoup, Anne. Troisième acteur de ce webinaire, c'est Springlab. Donc, c'est l'entreprise que j'ai créée il y a 10 ans, qui est basée à Toulouse et à Paris. Et Springlab est une agence de conseil en stratégie d'innovation et transformation qui accompagne les entreprises à agir pour développer leur impact positif sur la société, sur l'environnement, au travers de l'innovation, de la transformation et de l'engagement des parties prenantes. Alors, il est temps de changer, non ? Vers des entreprises qui créent de l'impact, c'est un sujet absolument passionnant, urgent. Je dirais même que c'est le sujet du siècle et qui repose sur un constat tellement criant qu'il en est presque douloureux. Face à l'urgence climatique, aux injustices sociales qui en découlent, il est temps de changer, d'inventer le monde d'après, plus durable, plus soutenable. Et on peut se demander si ce monde d'après, ce nouveau paradigme qu'il faut faire advenir, ce n'est pas finalement aujourd'hui qu'il faut le créer, parce qu'après, sans doute, à conjuguer au présent. Et pourtant, à l'évidence, on n'est pas encore complètement en phase. Quand on écoute l'ancien président de la plus grande puissance mondiale, qui imagine encore que la Chine a inventé le réchauffement climatique pour contrer les Américains, que finalement, quand il fait froid à New York, le réchauffement climatique, c'est une bonne chose, ou encore que finalement, le dérèglement climatique est imaginé par ceux qui veulent taxer les États-Unis. Donc, ce n'est pas gagné. Et quand on l'écoute, le monde d'après ressemble beaucoup à celui d'hier. Donc, on n'est pas encore là. C'est un sujet qui est d'urgence, mais sur lequel il faut vraiment évangéliser et accompagner cette transition. Donc, pour ça, on a deux témoins que je remercie infiniment d'être présents à mes côtés. Camille Bouquet, qui est CEO de PixID, un cabinet de conseil en RSE qui est basé à Toulouse, à la Cité. Et Aline Herbinet, qui est présidente et directrice de l'innovation, présidente générale et directrice de l'innovation de Moven, qui est une jeune entreprise innovante à mission sociale, qui, elle, est basée à Montpellier. Elles vont débattre toutes les deux avec moi et ensemble, toutes les trois, nous sommes convaincus qu'il est urgent d'agir pour changer la donne, agir pour faire advenir un monde plus soutenable, qui soit aligné avec les intérêts des personnes, de la planète. Et la première bonne nouvelle, c'est que c'est possible. La deuxième bonne nouvelle, ce sont bien les entreprises qui vont pouvoir agir et construire ce nouveau paradigme, ces nouveaux modèles, les nouveaux produits, services, les nouveaux comportements qui sont indispensables à une économie décarbonée. Donc, commençons par se dire finalement l'impact positif, on en parle beaucoup, mais de quoi s'agit-il au fond? Et ce terme qu'on entend souvent partout, que recouvre-t-il? D'abord, j'ai envie de dire que c'est une nécessité. Parce que ne rien faire coûte beaucoup plus cher que de faire. On estime que le coût de l'inaction est de 5 à 20% du PIB. L'inaction face au changement climatique est beaucoup plus coûteux, donc 5 à 20% du PIB, lorsque l'action, agir de manière efficace, coûte 1%. Et ça, on est au courant depuis longtemps, puisqu'en 2006, un rapport international jette vraiment un pavé dans la mare climatique. Et si ce rapport a fait grand bruit à l'époque, ce n'est pas parce qu'il émanait d'une ONG, parce qu'il n'émanait pas d'une ONG, mais bien du ministère des Finances britannique. Donc un truc plutôt sérieux.
Et au-delà de ces rapports et de cette prise de conscience qui date il y a quelque temps, les salariés se disent, 73% se disent déçus de ne pas pouvoir s'engager plus dans leur entreprise et 51% des employés refusent de travailler pour un groupe qui n'a pas d'engagement social et environnemental fort. Donc c'est bien une nécessité. Mais ce sont aussi des opportunités. 12 milliards de dollars, c'est le montant des opportunités commerciales d'ici 2030 si les entreprises suivaient les 17 ODD. Dans un rapport publié en 2017 intitulé Better Business, Better World, la Business Sustainable Development Commission a estimé à 12 milliards d'euros le business les opportunités de marché qui ont été identifiées, que ce soit dans les secteurs économiques liés à la ville de demain, à l'alimentation, à l'agriculture, à l'énergie et les matériaux, et puis à la santé et au bien-être. Et au-delà de ça, les Français, 77% des Français, ont le sentiment que les entreprises peuvent agir de façon efficace face au changement climatique. Donc, il y a bien là des opportunités réelles que de se préoccuper de ce sujet de l'impact. Alors, c'est un concept qui est pluriel, l'impact. Quand on dit l'impact, en fait, on veut regrouper toutes les conséquences positives ou négatives des activités d'une organisation sur les parties prenantes externes, internes du territoire, sur la société et l'environnement général. Donc, on dit que les entreprises ont un impact environnemental, économique, social, et cet impact il peut être positif. Lorsqu'on crée un bâtiment à énergie positive, il crée plus de valeur qu'il n'en détruit, ou négatif lorsqu'on consomme de l'énergie, lorsqu'on produit un téléphone portable, un ordinateur, on va là consommer plus qu'on ne produit. On parle aussi de RSE, d'économie positive, d'externalité positive, de transition écologique, de ESG. Tout ça est assez proche finalement de l'impact positif. Et si l'impact positif était finalement une option impérative? On arrive à la fin d'un cycle d'un certain modèle. Et si tous ensemble, on est responsable de l'impact négatif que nous avons créé, pourquoi ne serions-nous pas capables d'inverser la tendance et créer un modèle vertueux, respectueux de l'environnement, des humains et de la biodiversité? Donc finalement, si le business, les entreprises étaient le meilleur outil pour répondre aux nouveaux enjeux de la société, si les entreprises pouvaient être considérées comme une forte puissance alliant créativité, capacité humaine et ressources, moyens, pour se mobiliser face aux grands enjeux de notre temps. Et si l'innovation, les projets des entreprises, quels qu'ils soient, pouvaient avoir cette double ambition de développer une activité, un produit, un service, tout en ayant un impact positif sur la société, l'environnement et les individus. En tout cas, c'est notre conviction et c'est ce qu'on va essayer de vous transmettre tout au long de cette conférence. Et on va vous montrer que non seulement elles n'ont pas le choix, elles n'ont plus vraiment le choix, les entreprises, mais que cet impact va créer de la valeur économique, humaine. Et on va vous livrer quelques conseils pour vous mettre en ordre de marche, en mouvement. Donc, l'impact positif, finalement, pourquoi faire? Pour répondre aux grands enjeux, pour penser et répondre aux grands enjeux de notre époque, que ce soit la baisse des émissions, la préservation de la biodiversité, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, la prévention de la santé, le bien-être, l'accès à l'éducation et la préservation des ressources. Répondre à cette urgence climatique qui est mondiale, on pourrait dire c'est en Belgique, mais c'est en Turquie qu'on l'a vu cet été, la fonte glacier aussi. Et puis en France, on peut déjà anticiper qu'il y aura des vagues de chaleur encore plus fréquentes, plus intenses, plus longues, qu'il y aura des sécheresses plus importantes, que les précipitations seront plus fortes en automne et en hiver avec des risques d'innovation accrus. La montée du niveau de la mer sur tous nos littoraux, et puis des cyclones et des ouragans encore plus forts en outre-mer. Donc ça nous concerne, et ce n'est pas à l'autre bout de la planète, c'est devant chez nous et partout. Mais sans oublier aussi cette justice sociale, le bien-être des individus, parce que la transition, ça n'est pas qu'une affaire d'environnement. On a bien d'autres crises qui sont hyper importantes à prendre en compte et à surmonter. L'augmentation des inégalités, de la précarité
pas seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi dans les pays développés, un recul du droit des femmes et des minorités, des démocraties qui sont aujourd'hui en difficulté, un accès à l'eau et aux biens essentiels qui est assez inégal. Et quand on imagine que les crises environnementales ont tendance encore à accentuer les crises sociales, eh bien, on se rend compte que l'urgence est là. Et puis, pourquoi faire aussi l'impact positif? Pour répondre aux attentes des clients, des consommateurs qui mettent une pression très forte, étant la recherche d'authenticité, de transparence. Consommer mieux, c'est important. Savoir aussi qui et comment on produit, c'est essentiel. Je pense souvent à cette entreprise qu'on aime beaucoup chez Springlab qui s'appelle ILEC, qui produit et qui distribue de l'énergie verte, 100% renouvelable, et qui a bien compris cet enjeu-là. Mais aussi pourquoi faire? Pour répondre aux attentes et aux enjeux des futurs collaborateurs, des talents que toutes les entreprises ont besoin de recruter, qui sont évidemment très, très soucieux de faire partie d'une entreprise et de choisir une entreprise qui délivre un impact environnemental et social positif. 62% des jeunes ne veulent travailler que pour ce type d'entreprise-là. Les jeunes ont même écrit ce manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ok, donc là, on est d'accord, il y a une urgence, on a compris les enjeux, mais finalement, comment on s'y prend? Et pour vous accompagner sur ce chemin, pour être le plus clair, le plus convaincante et aussi le plus orienté solution, on va débattre, on va échanger, partager des expériences et des expertises avec deux femmes formidables, de générations différentes, qui sont mues par la même passion et l'envie de changer le monde, avec autant de détermination que d'humilité. Donc, merci beaucoup à Camille et à Aline, Camille Bouquet de PixID et Aline Herbinet de Moven, de partager avec nous. On a choisi ensemble 6 bonnes pratiques pour se mettre en ordre de marche et développer l'impact positif des entreprises. Aline, je vais commencer avec toi. Tu as cofondé Moven en 2012 sur le constat que la sédentarité et l'inactivité tuent encore plus que la Covid, et qu'il faut mettre en mouvement la population, travailler le lien social, la motivation sociale pour déclencher un nouveau mode de vie actif. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Moven? Avec plaisir. Merci Vanessa. Bonjour à tous. Donc pour résumer un petit peu, effectivement, Moven est une SAS innovante à mission de prévention de la santé pour une économie solidaire, on va dire à la recherche d'un impact social positif qui va répondre aux transitions aussi bien démographiques, sanitaires, économiques et environnementales actuelles. Aujourd'hui, on a un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, donc Économie solidaire d'utilité sociale. Et on est situé au sein de cette magnifique cité régionale de l'économie sociale et solidaire qui est Pôle Réalis à Montpellier. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous construisons la première maison numérique internationale du mieux vivre par le mouvement, comme l'a expliqué Vanessa. Et derrière le mouvement, effectivement, on parle d'activités physiques et sportives adaptées, associées à d'autres, ce qu'on appelle des interventions non médicamenteuses. Mais également, derrière le mouvement, on peut associer le sens de se mettre en action pour changer de comportement vers un mode de vie actif. Comme l'a dit Vanessa, effectivement, aujourd'hui, la sédentarité, c'est-à-dire le temps qu'on passe assis dans une journée, et l'inactivité physique, c'est-à-dire en dessous des recommandations de bonnes pratiques, produit effectivement la première cause de maladie et de mort évitable en France, voire à l'international, et cette courbe ne cesse de grandir. Donc, pour revenir effectivement à la vision, c'est qu'il faut vraiment agir pour améliorer cet impact social positif avec tous les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui à notre possession. Et nous, on a choisi effectivement cet axe-là, et Camille en a choisi une autre qui est tout aussi complémentaire et importante. Merci beaucoup, Aline. Et donc, la première des bonnes pratiques que l'on veut partager avec vous pour aller sur le chemin de l'impact positif, c'est la raison d'être. Donc, Aline, tu me disais que définir la raison d'être de ton entreprise, c'était à la fois le commencement de toute l'aventure, la cohérence, mais aussi un fil d'Ariane dans des moments qui peuvent être plus difficiles. Est-ce que tu peux d'abord partager avec nous la raison d'être de Moven et puis nous dire comment ça s'est passé et pourquoi c'est si important pour toi? Alors, la raison d'être, elle est il y a 30 ans, effectivement, auprès d'enfants et d'adolescents atteints d'un cancer, sur lequel, effectivement, j'ai commencé ma carrière professionnelle et qui m'ont appris beaucoup, qui m'ont appris que même quand on est malade, gravement malade, qu'on est emprisonné dans une chambre stérile
et qu'on a des traitements lourds pour sa propre vie et sa propre survie, il n'y a qu'une seule volonté, c'est de bouger, parce que le mouvement, c'est la vie, et la vie jusqu'au bout. Donc effectivement, cette expérience, aussi bien personnelle que professionnelle, m'a permis de développer cette raison d'être de Moven, qui est effectivement importante pour non seulement moi en tant que chef d'entreprise, mais également pour l'ensemble de mon équipe qui est venue pour cette raison d'être. Parce que c'est vrai qu'on peut présenter notre activité de manière différente à nos clients finaux qui sont pour nous nos bénéficiaires, ou aussi bien nos prospects dans une action plutôt commerciale, ou encore à des investisseurs. Mais ce qui ne change jamais, c'est justement cette raison pour laquelle on entreprend. Et notre raison d'être, c'est vraiment notre détermination qui alimente aussi bien notre résilience pour faire face à des difficultés, parce que dans une vie de professionnels qui créent une société, il y a souvent des creux dans la vague. Et ce fil d'Ariane nous permet effectivement de jamais perdre de vue ce pourquoi on est fait et ce pourquoi on avance. Alors nous, on a axé effectivement notre orientation de qualité, de raison d'être sur la qualité, sur l'éthique, sur la preuve scientifique, qui nécessite aussi beaucoup de ressources en termes de financement. Mais cette priorité-là, on a fait le pari, effectivement, que ça va générer une forte croissance économique pour agir plus vite au sein de la société, mais aussi pour être valorisé et intégrer de nouveaux investisseurs potentiels qui vont permettre d'innover vers des impacts positifs plutôt internationaux. Voilà un petit peu le positionnement de notre raison d'être. Merci beaucoup. Effectivement, on voit que au démarrage d'un grand projet d'entreprise, d'une aventure entrepreneuriale, la raison d'être, c'est fondamental. Et puis définir une raison d'être qui est au-delà de simplement délivrer une activité, un service, un produit. C'est essentiel si on veut effectivement développer un impact positif. C'est à ce moment-là qu'on va définir une raison d'être peut-être plus holistique, avec une utilité sociale plus forte que simplement le fait de produire un produit, un service. Et ça donne du sens à l'intégralité d'un collectif, une grande cohérence. Et c'est vrai que depuis 2019, avec la mise en place de la loi Pacte, qui encourage la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans son activité, la définition d'une nouvelle raison d'être, on sent que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. La crise Covid a accéléré ce mouvement, et notamment aussi avec la possibilité de devenir société à mission qui grave dans le marbre une raison d'être holistique, avec une utilité sociale, environnementale plus forte. Donc voilà, c'est vraiment pour nous la première bonne pratique à retenir si on veut aller vers plus d'impact positif. Et pour la deuxième bonne pratique, qui est de faire un état des lieux de l'impact de son activité, je vais demander à Camille. Camille, toi, tu es donc fondatrice de PixID, basée à la Cité, et tu accompagnes les entreprises dans leur démarche RSE. Peut-être peux-tu nous présenter rapidement PixID, qu'est-ce qui vous différencie, et après nous dire pourquoi dans tes accompagnements, il est clé de commencer par faire un état des lieux et d'évaluer son impact et ses pratiques. Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, nous chez PixID, on accompagne donc les entreprises dans leur démarche RSE de manière générale. Donc comment intégrer une meilleure prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux du coup dans les activités et la stratégie d'une entreprise. Donc on accompagne toutes sortes d'entreprises dans des secteurs très variés. On accompagne des entreprises de taille variée aussi. Mais on souhaite vraiment développer des services qui soient plus accessibles, notamment aux ETI, PME et TPE, puisqu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont déjà bien pris en compte par ces catégories d'entreprises, mais il reste quand même du chemin à faire. Donc nous, on souhaite développer quelque chose de plus accessible pour ces entreprises-là, versus des grands groupes, par exemple, qui maîtrisent ces sujets-là, notamment par un aspect réglementaire depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire du coup au quotidien. Et effectivement, quand on accompagne donc les entreprises vers du coup une démarche RSE, effectivement, ce qu'on recommande dans un premier temps, c'est de mettre en place en fait une mesure d'impact. C'est vraiment le point de départ en fait de toute démarche concrète et sérieuse, notamment avec la mise en place d'un reporting RSE. Donc on va mesurer en fait sur différents sujets avec différents indicateurs du coup les impacts de l'activité,
donc sur des sujets environnementaux, sociaux, de gouvernance aussi, et sociétaux, par exemple avec des emplois créés, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, la première brique qu'on recommande dans l'élaboration d'une démarche RSE. Et donc on s'appuie aussi notamment sur des outils qui existent, puisqu'évidemment on n'est pas les seuls à travailler sur ces sujets, hein. Il y a aussi des institutions publiques et privées qui s'emparent du sujet, donc notamment on pourrait citer deux initiatives pour vous les partager aussi si les gens qui nous écoutent travaillent dans des PME. Donc vous avez notamment, le gouvernement français a mis en place la plateforme qui s'appelle Impact, qui est une plateforme qui permet de se familiariser avec les notions de reporting extra-financier. Et vous avez du coup un ensemble d'indicateurs donc sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, des indicateurs ESG, qui sont un peu standards et reconnus, voilà, qui sont un peu aussi transversaux à l'ensemble des secteurs, qu'on va pouvoir mesurer, notamment dans les premières années d'une mise en place d'une démarche RSE. Donc ça, je peux vous mettre le lien en commentaire si ça vous intéresse d'aller regarder. Volontiers. Et tout à l'heure, on parlait du coup des objectifs de développement durable, donc les ODD. Donc ça peut être aussi une manière de mesurer en fait l'impact d'une activité. Donc se focaliser sur ces ODD. Donc là aussi, il y a un outil qui a été mis en place en 2020 par le Global Compact, voilà, en collaboration avec l'ONU, qui permet de voilà, mesurer globalement quels sont les impacts de nos activités et en quoi nos métiers en fait contribuent à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Donc ça, je vous mettrai aussi le lien vers l'outil qui s'appelle le SDG Action Manager. Du coup, il faut maîtriser l'anglais parce que c'est quelque chose qui est en anglais, mais voilà, du coup, on s'appuie aussi là-dessus pour établir un état des lieux initial, on va dire, qui est primordial ensuite pour prendre des engagements, des objectifs, etc., plus quantitatifs. Merci beaucoup, Kenny. La troisième bonne pratique qu'on a envie de partager avec vous, elle est liée à l'intelligence collective. Les démarches à impact, elles mobilisent fortement cette intelligence collective, celle des parties prenantes internes, les collaborateurs par exemple, ou externes, les clients, les consommateurs, les partenaires, l'écosystème. Si on regarde les parties prenantes internes, les salariés par exemple, l'étude montre que 15% seulement des salariés sont impliqués dans une démarche RSE de leur entreprise, alors que 70% veulent l'être davantage. Donc, il y a un écart colossal entre la motivation des salariés et la façon dont ils sont sollicités aujourd'hui. Aline, chez Moven, comment est-ce que tu mobilises tes parties prenantes internes, tes collaborateurs? Aline, est-ce que tu nous entends? Oui, c'était mieux si j'ouvrais le micro, effectivement. Désolée. Donc, je disais effectivement que Moven a beaucoup grandi. Aujourd'hui, c'est une trentaine de collaborateurs en 8 ans, mais on a gardé un esprit qui est vraiment très proche de celui qu'on a voulu lui donner à l'origine. Une culture jeune, dynamique, passionnée, avec une forte croyance dans le potentiel de chaque individu et la volonté d'apprendre en permanence, de s'ouvrir à l'environnement. Donc, c'est vrai que la réussite d'une entreprise et une réussite donc, de sa mission, c'est qu'elle soit portée par l'ensemble des membres de son équipe. Donc, on a basé effectivement notre orientation sur 3 principes. C'est déjà, en premier temps, la primauté de l'homme sur les bénéfices. Donc, ça, pour nous, c'est un critère très important. Il n'y a pas de dividende dans notre société. Tout est injecté effectivement pour l'innovation, mais également pour améliorer le quotidien des salariés. Un deuxième principe qui est pour nous très important également, c'est la gouvernance démocratique. C'est-à-dire qu'on a tous notre mot à dire dans une intelligence collective pour apporter effectivement encore plus d'innovation et de soutien. Et en fait, après, on a essayé de réfléchir, pas sur un modèle scope, mais sur le fait d'investir en fait les salariés dans leur entreprise et non pas dans une entreprise. Et on a mis en place des bons de souscription en argent dès notre première levée de fonds, qui va être transformée avant la deuxième levée de fonds qu'on est en train de clôturer. Et qui permet donc aux salariés qui en ont fait le choix et l'envie, quasiment 90%, puisqu'on a quand même quelques clauses où il faut être pendant un certain nombre d'années dans la société à temps plein, permet effectivement d'être actionnaires de leur propre société. Voilà un petit peu les actions qu'on a entreprises. C'est un modèle très, effectivement, qui repose beaucoup sur la
la contribution des parties prenantes internes. Camille, quels sont sur le volet des parties prenantes et de l'engagement des parties prenantes externes, quels sont les différents moyens de les engager, de les mobiliser que tu as pu observer ou que tu accompagnes? Oui. Déjà, pour rebondir sur ce que disait Aline, effectivement, nous, ce qu'on voit en termes de retour d'expérience chez les entreprises qu'on accompagne, engager ces parties prenantes, internes ou externes, c'est un point qui est absolument fondamental dans la définition et l'animation d'une bonne démarche RSE. Donc l'interne, ça paraît effectivement évident d'engager ces équipes, mais c'est pas évident. Donc effectivement, on a tout un tas de mécanismes, comme l'expliquait Aline. Et ensuite, à l'externe, donc nous, ce qu'on voit souvent et ce qu'on recommande du coup dans la définition d'une stratégie RSE, c'est effectivement de faire une consultation des principales parties prenantes externes qu'on a identifiées en amont et de les interroger en fait sur du coup les différents sujets sur lesquels l'entreprise va s'engager. Donc en général, on mène ça de manière assez régulière parce que effectivement le contexte réglementaire, les préoccupations sociétales évoluent aussi. Donc c'est un exercice qui se fait tous les 2-3 ans ou tous les 5 ans globalement. Et donc on va interroger en fait les parties prenantes externes sur le niveau d'importance par rapport à des enjeux RSE qui sont pressentis. Et on les interroge aussi sur le niveau de performance perçu, ce qui permet aussi de voir est-ce qu'on communique bien du coup sur les actions qu'on mène en interne. Voilà, est-ce que la sphère d'influence dans laquelle on évolue est aussi au courant de tout ce qu'on mène. Voilà, et donc en général, on recommande aussi de privilégier, parce qu'on a effectivement beaucoup de familles de parties prenantes externes, de focaliser dans un premier temps sur les parties prenantes externes qui sont plutôt business, plutôt proches, donc on va dire déjà les clients de manière évidente, mais aussi les fournisseurs et aussi toutes les associations professionnelles voilà, du secteur. Maintenant, il en existe relativement fréquemment dans les différents secteurs d'activité. Donc voilà, on les interroge en priorité du coup dans ces consultations-là. Et c'est effectivement clé puisque voilà, on peut passer à côté de signaux faibles parfois en interne. Donc ces parties prenantes externes permettent aussi de voilà, nous donner un peu des éléments sur les tendances actuelles, surtout si on n'a pas les ressources en interne, par exemple, pour faire forcément des veilles sur des enjeux, etc. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on observe en tout cas assez fréquemment dans les démarches et ça fonctionne plutôt bien parce que l'entreprise ne fonctionne pas en silo toute seule dans son coin et au-delà des frontières des usines ou des bureaux, il ne se passe plus rien. Voilà, donc nous, c'est quelque chose qu'on pousse et qui se fait de plus en plus naturellement. Et ensuite, il y a du coup un dialogue qui est engagé avec les parties prenantes. Les clients, évidemment, on dialogue avec eux tout au long de l'année, effectivement, au-delà de ces consultations peut-être plus ponctuelles. Merci beaucoup. Effectivement, cette troisième pratique est essentielle pour réussir sa démarche d'impact positif au RSE. Quatrième bonne pratique, évidemment, pour réaliser cette transition et ce nouveau modèle, pour avoir un impact positif, il est essentiel de repenser sa manière de concevoir les produits, les services et leurs impacts à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc, l'idée, c'est de développer des produits responsables, produits ou services qui soient vraiment responsables de A à Z de la chaîne de valeur, mais aussi de revoir son modèle économique et quelque part de le décorréler de la vente de toujours plus de produits. Camille, comment est-ce que tu pourrais témoigner de ce changement de paradigme dans la manière de concevoir ces produits, ces services, et puis dans la manière de penser le modèle des entreprises? Oui. Effectivement, il existe aujourd'hui voilà, des outils qui permettent effectivement de réduire l'impact des produits et des services qui sont produits par une entreprise. Hein. Donc, typiquement, on a ce qu'on appelle le bilan carbone, où on va mesurer en fait les différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise, et on va du coup réduire voilà, les postes principaux d'émissions. Donc ça, c'est un outil qui est assez répandu et qui fonctionne plutôt bien. Et on a aussi, par exemple, tout ce qui est les méthodes d'analyse de cycle de vie, voilà, qui se concentrent vraiment sur le produit, qui vont analyser sur la production, la commercialisation et la durée de vie aussi du produit ensuite et sa fin de vie. Quels sont les impacts environnementaux dominants et comment est-ce qu'on peut les réduire. Donc on a voilà, ces deux principaux outils notamment qui permettent de transformer progressivement les produits. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on passe d'une logique où on mesure en fait une performance RSE en termes d'indicateurs, donc environnementaux, sociaux,
vers en fait la mesure de la performance du modèle d'affaires en soi. Donc on va un peu plus loin en fait dans la réflexion de dire bon, par exemple, si on est une entreprise dans un secteur relativement polluant, même si on a une bonne performance RSE avec une mesure établie des indicateurs RSE qui sont à la baisse, par exemple, sur des émissions, est-ce que le modèle d'affaires est quand même viable, soutenable, voilà, et est-ce que la société est encore OK pour avoir ces activités dans le futur? Donc là, on voit qu'il y a un peu un passage de l'un à l'autre, notamment avec la taxonomie européenne qui est en cours d'application. Qui est quelque chose qui a été implémenté au niveau européen et qui justement permet de mesurer en fait, est-ce qu'un modèle d'affaires est viable? Est-ce que mon activité peut être considérée comme verte avec des critères donc sur le changement climatique, l'impact sur la biodiversité par exemple ou sur les ressources en eau. Et il ne faut pas en fait qu'on ait par exemple une activité qui soit très bonne, par exemple, sur l'atténuation du changement climatique, mais qui fasse du tort, par ailleurs, à la biodiversité. Donc, on commence à intégrer un peu ces notions plus transversales et globales sur le modèle d'affaires. Et c'est d'ailleurs ce qui est demandé dans les réglementations actuelles sur le reporting extra-financier obligatoire en France. Vous avez un certain nombre de critères et d'éléments à publier de manière obligatoire. Et depuis quelques années, vous avez en fait le modèle d'affaires qui doit être publié de manière obligatoire avec l'explication de comment est-ce que l'entreprise crée de la valeur au-delà de la valeur économique. Donc, pour ces parties prenantes, justement, en termes environnemental, socio-économiques. Voilà, donc ça commence à se démocratiser et on commence à avoir aussi des outils qui nous permettent, comme la taxonomie, de mesurer ces éléments-là, mais c'est effectivement quelque chose qui est encore en train de travailler. Et ce n'est pas un sujet simple. Non. L'impact positif, la performance économique et changer son modèle économique, évidemment. La cinquième bonne pratique qu'on a envie de partager avec vous, c'est non seulement d'engager ces parties prenantes, mais de communiquer ces engagements. C'est-à-dire que transformer son entreprise pour plus d'impact, c'est une démarche qui est positive, mais qu'elle mérite d'être partagée en interne et vers l'externe. C'est une façon super de revenir vers ces parties prenantes tout au long du chemin. Ce n'est pas un chemin qui est linéaire, ce n'est pas un chemin qui est simple. Et on sait qu'il est extrêmement... que les parties prenantes seront attentives au greenwashing, au social washing, au purpose washing, et que la transparence est devenue un critère essentiel si on veut construire une relation de confiance. Donc Camille, quelles sont les bonnes pratiques en matière de communication que tu aimerais partager? Et puis ensuite, je donnerai la parole à Anine. Camille, tu vois que tu en es. C'est bon, j'ai récupéré le micro. Oui, donc effectivement, toujours de ce qu'on voit au sein des entreprises qu'on accompagne. Du coup, effectivement, vous avez déjà des entreprises qui sont soumises à publier en fait un rapport extra-financier de façon légale qui en fait explique de quelle manière vous maîtrisez vos risques RSE et la façon dont l'entreprise mesure sa performance et à quel niveau de performance vous vous situez. Donc ça, c'est la déclaration de performance extra-financière qui va bientôt être remplacée par la CSRD en 2023. Donc on a déjà ce premier niveau d'information qui est demandé et qui est fait par les entreprises qui sont soumises. On a des entreprises du coup aussi qui publient des rapports RSE volontaires, parce qu'elles ont envie de montrer les progrès faits par une démarche RSE ou bien quand c'est une demande qui vient par exemple des actionnaires. C'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus, qui est beaucoup impulsé par les actionnaires et le secteur de la finance. Et après, on a tout un ensemble de choses qu'on voit aussi, comme par exemple la communication plus directe, par exemple de faire des roadshows pour les investisseurs pour leur expliquer la démarche RSE, qu'est-ce qu'on fait sur les différents sujets environnementaux et sociaux. Donc on les invite dans l'entreprise et on dédie par exemple une après-midi ou une journée. Et des entreprises aussi qui font des groupes de travail avec certaines parties prenantes, par exemple les fournisseurs ou leurs clients, pour leur expliquer qu'est-ce qui est fait pour co-construire des démarches. Donc c'est aussi une façon de communiquer avec eux. Et on a aussi des entreprises qui font venir des gens sur site, donc soit du public ou soit des clients aussi ou des partenaires business.
Et enfin, on a une dernière catégorie qui est la labellisation, qui est aussi une manière de communiquer en fait sur notamment une crédibilité. Voilà, avec souvent des rapports annexés au label. Donc voilà, du coup, là, comme on a une accréditation par un organisme tiers indépendant, c'est une communication qui est aussi beaucoup plus forte en termes de crédibilité et d'impact justement vers l'externe. Aline, de ton côté, je sais à quel point la transparence dans la communication, elle est pour toi synonyme de confiance et d'alignement. Et là, vous êtes en pleine levée de fonds. Et là aussi, dans ce moment qui est souvent un peu opaque, là, la transparence, elle est absolument fondamentale pour toi. Est-ce que tu peux nous partager justement ton actualité et comment, même dans ce moment un peu critique, ta communication reste absolument transparente et alignée? Effectivement, on est dans le closing de notre deuxième levée de fonds, donc vers le développement effectivement de notre maison numérique, donc du mieux vivre par le mouvement au niveau international. Et c'est vrai que il est difficile, en tout cas quand on a un positionnement fort d'impact social, d'impact positif, d'aller chercher par exemple des fonds des capital risques, parce que déjà le fait de ne pas avoir de dividendes et le fait effectivement de ne pas aller chercher ce qu'on appelle plutôt la spéculation financière, mais plutôt la spéculation du bien-être et de l'impact vraiment sur les gens, n'intéresse effectivement pas tous les investisseurs. Donc ça limite effectivement le champ de l'action effectivement de valorisation de la société. Mais pour moi, voilà, je préfère être transparente sur ce pourquoi on fait les choses. Et on revient peut-être sur la question de départ, qui est la raison d'être. La raison d'être de Moven aujourd'hui n'est pas d'être vendu, n'est pas d'être voilà, de faire une augmentation x10 de son investissement. C'est voilà, de continuer à apporter le plus de choses, le plus d'impact sur les gens qui nous font confiance. Donc voilà, c'est une approche différente. Mais j'ai envie de rester, même si la difficulté est clairement établie, j'ai envie de rester sur ce positionnement de cette raison d'être. Voilà. Et dans l'investissement, la transparence de cette raison d'être, elle doit à nouveau être affichée. Et de ne pas avoir peur de la difficulté, parce que sinon, effectivement, on arrête tout de suite, quoi. Tout à fait. Donc, effectivement, communiquer ses engagements, c'est un chemin et c'est une manière qu'ont les entreprises à impact de communiquer, hein, de montrer comment elles sont déterminées, mais humblement, et qu'elles font des pas, qu'elles avancent, qu'elles sont en chemin, de manière transparente, de manière à être crédibles et à gagner la confiance de leurs parties prenantes internes et externes. Il y en a, hein, je reste positif quand même dans le message sur les investisseurs. France Active, INCO, enfin, il y a vraiment des fonds aujourd'hui qui sont très sensibles à cet impact social et qui sont déjà partenaires de Moven, mais il y en a d'autres. Voilà, le fonds d'investissement Avenir de Maïf sont des fonds vraiment à impact et sur lesquels voilà. Mais tout aussi important aussi, c'est le côté commercial, et c'est évident, il faut faire de la croissance, parce que sans croissance, on n'a pas d'existence non plus. Donc voilà, c'est trouver vraiment le juste milieu, mais toujours être transparent sur le pourquoi on fait les choses. Pardon, j'ai coupé Vanessa, je suis désolée. Non, c'est parfait, tu as eu raison de compléter ton propos. La sixième et dernière bonne pratique, évidemment, il y en aura d'autres encore, on a choisi celles qui nous semblaient les plus importantes, c'est de rejoindre un mouvement. Quand je dis rejoindre un mouvement, c'est d'agir dans un écosystème d'entreprise à impact, dans un écosystème territorial engagé, parce que, effectivement, toutes les deux, vous m'avez dit à quel point c'est fondamental de penser ces démarches-là à plusieurs. On est dans un monde interdépendant, on est dans un monde systémique et l'impact ne peut pas se siloter, ne peut pas se penser à l'échelle d'une entreprise, mais bien au sein d'un territoire, d'un écosystème, voilà, que ce soit tout au long de la chaîne de valeur, mais avec d'autres aussi, avec lesquels forcément on ne travaille pas forcément, mais dont il est très intéressant de s'inspirer et de grandir. Et donc, toutes les deux, vous me disiez à quel point être intégré dans un écosystème à impact, ça vous permet de grandir et de vous améliorer. Est-ce que vous pouvez peut-être partager vos pratiques? Camille?
Oui, bon, du coup, nous, c'est vrai qu'on voit ça comme une bonne pratique, effectivement, aussi. Nous, du coup, on est engagés dans des écosystèmes, hein, par exemple, le mouvement Impact France, qui voilà, rassemble des acteurs engagés en France et qui pousse un peu des engagements, même jusqu'au niveau politique, voilà, pour faire progresser aussi la feuille de route nationale. Et après, voilà, en termes d'un point de vue entreprise et au niveau d'un secteur, ce qui peut être intéressant de s'engager dans un écosystème sectoriel ou territorial, c'est d'abord pour partager des bonnes pratiques, pour comprendre ce que font nos pairs, voilà, et pour échanger ce qui se fait en interne et pour progresser ensemble, pour comprendre aussi le niveau de jeu dans lequel on évolue, parce que effectivement la RSE aujourd'hui ça devient un avantage concurrentiel, donc ne serait-ce que aussi pour savoir dans quel contexte on évolue. Et aussi moi j'ai vu des entreprises qui travaillent aussi avec des pairs sur certains sujets, notamment sur la supply chain par exemple, pour en fait faire un levier plus important face à par exemple des fournisseurs ou des clients qui sont plus gros que nous. Par exemple, si on est une PME, c'est intéressant du coup de travailler à plusieurs pour voilà, négocier peut-être ou faire bouger les lignes du coup du secteur en amont de la chaîne de valeur. Donc voilà, c'est des choses qui se mettent plutôt en place sur la base du volontariat, on va dire, mais qui produisent vraiment des impacts réels et pas que seulement en RSE. Là, par exemple, la partie sur les fournisseurs, voilà, on parle aussi de prix, du coup, de concurrence, etc. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est encouragé, mais qui reste sur la base du volontariat. Donc, effectivement, c'est peut-être une partie qui est moins évidente par rapport à ce qu'on a dit avant et qui vient peut-être en dernier point ou quand on est un peu plus avancé en maturité, on va dire. Même si ça vaut le coup de s'entourer au début quand on veut faire une démarche RSE, mais en tout cas, par retour d'expérience sur le terrain, c'est quelque chose qu'on voit plutôt sur des entreprises qui sont à des niveaux de maturité un peu plus avancés, je dirais. Je ne sais pas si Aline, tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on observe du coup sur le terrain. Justement, Aline, dans quel écosystème tu gravites et comment tu t'inspires justement de cet écosystème? Alors, c'est vrai que pour nous, l'ancrage territorial a vraiment toujours été pour nous la manière de favoriser, soutenir, mais aussi instaurer une relation de confiance avec nos partenaires et nos fournisseurs dans un écosystème local et régional très à l'écoute aujourd'hui des solutions innovantes en matière de santé, comme notamment les interventions non médicamenteuses. C'est vrai qu'on a une chance d'être dans une région qui est très à l'écoute de ces innovations en santé, que ce soit la métropole ou la région. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans une mouvance très à l'écoute de ces notions-là. Donc pour nous, il est important effectivement de fédérer pour agir ensemble, unir nos forces et nos engagements pour aller non seulement plus vite, parce que effectivement, plus on est nombreux, plus on va plus vite, mais surtout plus loin pour agir sur notre cause d'intérêt général. Donc ça, c'est vraiment pour nous la notion de fédérer. Alors ici en région, on a cette chance effectivement ADOC qui est un partenaire incontournable sur l'innovation en santé, mais aussi sur l'innovation sociale, sur l'innovation numérique. On a BPI France qui est aussi très à l'écoute et qui commence vraiment à s'ouvrir à ces sociétés impact. Il y a quelques années, notamment 10 ans, BPI avait du mal avec le modèle économique des sociétés impact. On a aussi tout ce qui est French Impact, donc ça commence à se mettre en place, mais il y a vraiment des choses à mettre en avant. Sinon, on est proche de Move, donc sur l'économie sociale et solidaire, et on est partenaire aussi de Leader Occitanie, qui est un mouvement d'entrepreneurs qui nous aide aussi beaucoup à structurer notre business, de structurer aussi tout ce qu'il faut pour faire de la croissance. Et donc voilà, ces associations, Leader Occitanie et la grappe Leader Montpellier, mais on a une grappe dans tous les départements aujourd'hui, permet effectivement de fédérer avec des chefs d'entreprise qui ont connu les mêmes galères que nous sur d'autres visions. Et c'est vrai que voilà, l'échange de nos pairs est vraiment très importante. Super, effectivement, c'est quelque chose que je partage complètement moi aussi. À Spring Lab, on est d'ailleurs comme Camille, on est dans la Cité, la Cité qui est un lieu justement pour l'innovation collaborative et durable. Et c'est un lieu où on peut échanger avec des gens qui ont effectivement des préoccupations similaires aux nôtres. Et voilà, donc c'est un écosystème génial et foisonnant
pour accompagner ces transitions-là. Et je suis d'accord aussi, le mouvement Impact France qu'on a rejoint, nous aussi, il y a très peu, et aussi une plateforme d'échange, de discussion et d'évangélisation et de faire bouger les lignes au plus haut niveau de la nation. Donc, tu voulais intervenir, Camille? Non, peut-être juste pour compléter, effectivement, nous, ce qu'on voit beaucoup quand on accompagne des PME, c'est un bel exemple de ça, c'est typiquement le secteur financier qui s'est très largement concerté ces dernières années pour faire progresser son secteur vers plus d'intégration justement de ces enjeux. Et nous, on le voit du coup en termes de répercussions sur les PME, voilà, en termes de due diligence, par exemple, d'analyses qui sont faites par les investisseurs, et pas seulement en fait que sur des obligations légales, mais aussi parce que le niveau de jeu du coup du secteur a augmenté. Et c'est en grande majorité dû parce que les acteurs se sont parlé, ont mis en place des groupes de travail, etc., donc sur le carbone, sur le changement climatique. Donc un très bon exemple de ça pourrait être ce secteur-là. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. Merci. On a choisi ces 6 bonnes pratiques parce qu'elles me semblent essentielles. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Évidemment, il y a d'autres bonnes pratiques. D'abord, l'impact pour mon entreprise, pourquoi c'est important? Pour répondre à l'urgence environnementale, aux enjeux sociaux, s'adapter aux réglementations qui évoluent et qui vont contraindre encore plus le jeu, répondre aux attentes des collaborateurs, des consommateurs et puis attirer les talents. Quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer? C'est la confiance des clients, des collaborateurs, plus de résilience face aux transformations, et puis un impact sur la société et aussi des bénéfices financiers parce qu'on en est convaincu. Donc, par où on commence? Et j'ai envie de dire que ce qu'on a essayé de vous transmettre, c'est que partout, en fait, il faut commencer partout, par le haut, par le bas, par la stratégie autant que par les comportements, parce que toutes les actions vont compter et qu'on n'a pas le temps d'attendre et qu'il faut y aller. Voilà. Je vous propose maintenant de prendre vos questions et réponses dans le chat. Je ne sais pas si, au fur et à mesure, vous en avez eu ou si vous en avez maintenant. Que ce soit Camille ou Aline, on est à votre disposition pour répondre aux questions ou recueillir vos recommandations. Peut-être que vous avez d'autres bonnes pratiques pour aller vers ce chemin. Il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat, mais on peut y aller. Ok, écoutez, si pas de questions, peut-être que qu'on était super complète et exhaustive et claire. Donc, je vous propose du coup d'abord, si vous continuez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ensuite. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Agnès a parlé de financement. Est-ce qu'elle peut développer? Agnès, tu as parlé de financement. Est-ce que tu peux développer? Est-ce que c'était Agnès qui a parlé? Non. C'est peut-être Anne ou Julie qui va en parler juste après. Eh bien, écoutez, je vous propose du coup que cette question, on la traite juste après, parce que justement, on va présenter le nouveau Cité Plus qui permet peut-être de répondre à cette question. Vous dire que les prochains rendez-vous de la Cité, ça commence dès demain avec Toulouse-Isaïe. Donc avec le préfet de région, le directeur scientifique d'Amity et le CEO d'Infact pour aborder la question de l'intelligence artificielle, quelle stratégie pour la France, la recherche et les entreprises. Donc ça, c'est pour demain. Et comme vous l'avez compris, c'est une série de webinaires dédiés à l'innovation à la Cité. Le prochain webinaire aura lieu le 16 novembre à la même heure autour de l'open innovation, c'est-à-dire l'innovation au sein d'un écosystème, justement entre différentes parties prenantes pour faire bouger les lignes, peut-être pour plus d'impact. Je laisse la parole maintenant à Julie Gauthier de Haddock, qui va peut-être pouvoir répondre à la question qui est posée et vous présenter le nouveau programme de Haddock qui s'appelle l'offre Cité Plus. Oui, bonjour à tous. Donc, alors non, sur la partie financement, c'est pas l'objet de mon intervention. Je suis pas sûre que ce soit Agnès non plus qui en parlait. Je me demande si c'est pas Aline dans le cadre de son intervention où elle explicitait notamment qu'elle avait eu plusieurs aides, dont Haddock, l'appui d'Haddock. Et en effet, je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur l'aspect financement, à contacter directement Anne Portal ou moi-même sur ces aspects-là.
Donc, plus concrètement, sur l'offre Cité Plus que je vais vous présenter également, c'est donc une nouvelle offre qui a été commanditée par la région. L'idée étant de proposer un dispositif d'accompagnement et d'animation à destination des entreprises engagées pour l'ensemble du territoire Occitanie, sachant qu'on a déjà sur les territoires est de l'Occitanie, côté Montpellier, une pépinière d'entreprise qui fait également de l'accompagnement de structures de l'ESS qui s'appelle Realis, la cité de l'ESS. L'idée, c'était de proposer un pendant côté ouest du territoire au sein de l'écosystème de la cité qu'a présenté Naté très bien tout à l'heure. Et donc, du coup, de proposer sur 2 volets, hein, un volet événementiel, et là, vous traduisez sur la slide par la partie immersion et connexion, et un volet accompagnement. Concrètement, sur la partie événementielle, immersion, l'idée, c'est à la fois d'attirer largement les entrepreneurs vers l'entrepreneuriat engagé, augmenter la visibilité de l'offre d'accompagnement régional ESS. Il y a beaucoup d'acteurs au niveau de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat engagé au niveau du territoire, mais il y a souvent méconnaissance de ces acteurs. Donc, l'idée, c'est que nous, on apporte de l'information et on les met en visibilité. Et puis, on oriente les porteurs de projets, les entrepreneurs vers ces acteurs. Et donc, on facilite ainsi le fléchage des projets vers le bon accompagnement, les bons dispositifs de financement, puisque l'écosystème est constitué à la fois d'accompagnateurs et de financeurs. Concrètement, on aura donc autour de cet aspect événementiel tous les ans un événement pour faire connaître l'entrepreneuriat engagé et l'écosystème d'accompagnement dédié. En l'occurrence, cette année, l'événement aura lieu la semaine prochaine. C'est notre événement de lancement de l'offre Cité Plus, le 11 octobre au sein de la Cité de Toulouse. Donc, je vous enverrai dans le chat le lien d'inscription pour celles et ceux que ça intéresse. Et puis, concrètement, tous les mois à partir de l'année prochaine, des réunions d'information collective. Sur le deuxième aspect événementiel, connexion, là, l'idée, c'est à la fois donc, de créer une dynamique autour de justement collective au sein de la cité sur l'entrepreneuriat engagé, enrichir les projets et les entreprises, et puis faciliter les connexions, faire de la mise en relation entre les entreprises et les partenaires. Et là, autour de ça, on va organiser concrètement un challenge entrepreneurial pour booster les projets grâce à l'intelligence collective. Et cette année, plus spécifiquement en décembre, aura lieu la Yes Academy, qui est un challenge entrepreneurial pour les orientés porteurs de projets. Et du coup, l'appel à la candidature est en cours. Hein. D'ailleurs, pareil, je pourrais vous mettre le lien également dans le chat pour répondre à l'appel à la candidature qui se déroule actuellement sur tout le mois d'octobre jusqu'au 28. On organisera également de façon trimestrielle des cafés de déco engagés et puis on continue sur toute l'année des permanences de partenaires et d'experts de l'écosystème de l'entrepreneuriat engagé, et ce, à partir de novembre. Et enfin, sur le volet accompagnement, je fais vite. L'idée, c'est à la fois donc de proposer un parcours d'accompagnement accéléré et sur mesure aux entrepreneurs engagés sur une période de 6 mois. On intervient post-création, entre 0 et 3 ans. L'idée, c'est à la fois de sécuriser la partie création et favoriser le développement de ces structures. Là, on s'oriente vraiment sur des entreprises qui ont une finalité sociale et sociétale, avoir un impact social ou environnemental positif, avoir développé déjà une activité économique et un potentiel de développement économique et de création d'emplois, et puis s'inscrire dans les grandes valeurs et les grands principes de l'économie sociale et solidaire tels qu'ils sont dictés par la loi de 2014 sur le sujet. Et donc, l'appel à candidature a été clôturé la semaine dernière et on commence l'accompagnement fin novembre, en sachant qu'il y aura toute une procédure de sélection, et on fera des appels à candidature l'année prochaine à partir du premier trimestre 2022 pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup, Julie. Merci à toutes. Un grand merci à Aline et à Camille d'avoir partagé avec nous leur vision de comment est-ce qu'on devient une entreprise à impact et de leur expérience, de leur expertise, puis surtout de leur conviction. C'était absolument passionnant. Un grand merci à vous toutes. Et puis c'était, pour celles et ceux qui l'ont noté, un débat purement féminin. C'était pour aussi compenser les webinaires où nous avions beaucoup d'hommes, ce qui était très intéressant. Mais là, nous avons choisi un panel de femmes, voilà, et de femmes formidables. Merci infiniment. Très belle journée à toutes et à tous. Vous avez là nos adresses pour nous contacter. Et voilà, belle journée à vous. Et à bientôt pour développer l'impact positif
ensemble.